Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. On va parler de l'accélération de la crise, de la réunion qui se tient à Bruxelles pour sauver l'euro, de l'investiture de François Hollande au PS, des derniers sondages, de la mort de Kadhafi. On dira un mot naturellement de la Coupe du Monde, les Bleus qui affrontent les Blacks en ce moment même, les All Blacks. Ça a commencé il y a un petit quart d'heure. Vous avez déjà eu le temps de regarder un peu ? Juste avant de partir, oui, mais vous savez, moi j'arrive des Yvelines, alors donc je suis partie à 10h15. Donc je n'ai vu que le premier quart d'heure de match, mais ce que j'ai vu montrait que les Bleus avaient décidé d'être à la hauteur de cette finale. Alors, on essaiera d'avoir les résultats d'ici la fin de l'émission. On va commencer, Madame la Ministre, par la réunion des chefs d'État européens au chevet de l'euro, sommet décrit comme le sommet de tous les dangers. C'est l'euro qui est en danger, c'est l'Union européenne qui est en danger, c'est l'alliance franco-allemande qui est en danger, ou c'est les trois choses en même temps ? Je crois que c'est les trois choses en même temps. C'est-à-dire que je crois que l'Europe, ce week-end, aujourd'hui, mercredi prochain, a rendez-vous avec son histoire. Et je crois que la France sera à l'heure de ce rendez-vous. C'est-à-dire que nous voulons sauver l'Europe, nous voulons sauver l'euro. Et nous voulons sortir l'Europe de cette crise financière qui la touche, qui est liée, vous le savez, au surendettement des États, surendettement de la Grèce, bien sûr, mais aussi l'endettement excessif de toute une série d'États de la zone euro, lié à la crise très importante que nous avons connue en 2008-2009. Il faut sortir de cette crise du surendettement, mais il faut en sortir par une solidarité sans faille de l'euro. Mais alors, la zone euro. Avant d'en arriver là, précisément, quelle image l'Europe donne d'elle-même aujourd'hui ? Parce que vous citiez la Grèce. Aujourd'hui, on sait que c'est le cas de l'Italie qui va être sévèrement, si je puis dire, sévèrement étudiée par ses collègues européens. Et la liste, on le sait, n'est peut-être pas prête de s'arrêter. On dirait que c'est une machine qui s'emballe, là. Je crois que l'Europe vit une période de turbulence. Je l'ai dit, il y a des dettes excessives des États. Dans cette zone de turbulence, il faut poser des stabilisateurs. Alors, des stabilisateurs lesquels ? D'abord, un plan de sauvetage de la Grèce qui soit finalisé. La situation de la Grèce a empiré depuis l'été et il faut que nous ayons un deuxième plan de sauvetage qui soit un plan vraiment solide, sauver la Grèce. Ensuite, il faut consolider notre système financier et bancaire. C'est aussi l'objet de ce sommet. Et puis enfin, il faut que tous les États de la zone euro, et ça vaut pour la France aussi, convergent sur un chemin de la réduction des déficits et du désendettement. C'est les trois priorités de l'Europe aujourd'hui, mais j'ajoute que pour aller dans ce sens, il faut renforcer l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe doit sortir beaucoup plus puissante de la crise, beaucoup plus puissante vis-à-vis de la spéculation, vis-à-vis des marchés, vis-à-vis de l'extérieur. Et ça veut dire renforcer la gouvernance économique de la zone euro et lui donner des nouveaux instruments, notamment le Fonds européen de stabilité financière. Ça passe donc par des décisions politiques. Ça passe par des décisions politiques. Moi, j'entends beaucoup de commentateurs dire la crise montre l'impuissance des États. Non, la crise montre la nécessité du politique. Alors simplement, on est 17 États aujourd'hui dans la zone euro. Il faut qu'on se mette tous d'accord. C'est complexe comme processus de décision. C'est pour cela que nous avons un sommet aujourd'hui et un deuxième mercredi pour finaliser techniquement les décisions à prendre. Et j'ajoute que François Hollande est bien maladroit et bien mesquin de nous reprocher de tenir ces deux sommets. Je pense que ça prouve peut-être une certaine inexpérience de la chose européenne. Alors, il y a effectivement le sommet de Bruxelles aujourd'hui, suivi d'un sommet à Cannes mercredi. On a vu en fin de semaine le président de la République quitter précipitamment la clinique de la Muette où son épouse a couché pour aller à Francfort voir Angela Merkel. Le chef de l'État doit s'exprimer en principe jeudi à la télévision. Vous nous confirmerez la date. Est-ce que ça va si mal ? Je crois que le président de la République est en première ligne pour sauver l'Europe et en première ligne pour nous sortir de cette crise et trouver les solutions. Il ne ménage pas sa peine, vous l'avez dit, il est allé à Francfort cette semaine, il était hier à Bruxelles pour préparer le sommet d'aujourd'hui. Ce matin même, il revoyait la chancelière Madame Merkel avec le président du Conseil italien, Monsieur Berlusconi. Donc la France, on peut le dire, a pris la tête du combat contre la crise, a pris la tête du sauvetage de l'Europe.
Alors vous parliez de mesures qui doivent se prendre à l'échelle européenne. Il y a également les mesures que doivent prendre les pays dans leurs frontières. En ce qui concerne la France, que va faire le gouvernement? On nous dit que les prévisions de croissance vont être revues à la baisse et François Fillon l'a dit il y a quelques jours qu'en dessous 1,5%, de nouvelles mesures pourraient être prises. Vous confirmez en tant que ministre du Budget ces propos? Il faut le redire. Nous devons être totalement sincères, nous devons être totalement réalistes et responsables. C'est à ce prix que la France pourra conserver sa crédibilité économique qui se traduit notamment par le fameux triple A des agences de notation. Mais ce triple A, c'est que le résultat. C'est le résultat, en réalité, de notre sincérité et de notre esprit de responsabilité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à réduire les déficits, continuer à se désendetter, tout en soutenant la compétitivité et la croissance de la France. Alors, sur ces questions, je vous l'ai dit, on traverse une période de turbulence. On n'y voit pas très clair. Donc, je crois qu'il faut donner la priorité au sommet européen, aux rendez-vous internationaux qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent, parce que, évidemment, le résultat de ces sommets est de nature à clarifier l'horizon et à nous permettre de prendre des décisions, j'allais dire, de manière beaucoup plus sereine et avec beaucoup plus de visibilité. Donc, priorité au sommet. Et ensuite, nous continuerons à faire ce que nous avons toujours fait. Donc pourquoi pas d'autres mesures d'austérité ou de rigueur? Alors, d'abord, la question sera de savoir, une fois ces sommets passés, quelles sont effectivement les perspectives de croissance du monde et de la zone euro. Nous serons très vigilants et très attentifs à tous les indicateurs. Nous l'avons toujours été. Souvenez-vous, le 24 août, en plein cœur de l'été, parce que la croissance n'était pas au rendez-vous au deuxième trimestre, le Premier ministre est allé à la télévision demander 12 milliards d'euros d'efforts supplémentaires aux Français. Donc, dès qu'il y a un indicateur qui nous prouve que nous n'allons pas dans la bonne direction, eh bien, nous changeons nous demandons des efforts supplémentaires, nous prenons des mesures supplémentaires. Pourquoi? Pour ne pas dévier de notre cap, qui est la réduction des déficits et la réduction de la dette. Ce cap, il est intangible. Nous n'en dévierons pas. S'il faut faire des efforts supplémentaires, si la croissance n'est pas au rendez-vous, nous ferons ces efforts supplémentaires. Mais vous prenez toujours vous-même un budget de l'effort et pas un budget de la rigueur. La rigueur et l'effort, c'est pas la même chose? Nous ferons les efforts strictement nécessaires. Pourquoi? Parce qu'il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu effectivement de la réduction des déficits. Nous allons être cette année à 5,7% de déficit. Nous étions à 7% l'année dernière. 7, 5, 7. L'année prochaine, nous devons être à 4,5 pour pouvoir, en 2013, revenir à 3%. Mais ce chemin de désendettement et de réduction des déficits, il faut le tenir sans casser la croissance et en ayant toujours au cœur la compétitivité de l'économie française, la compétitivité des entreprises françaises. Parce que si nous cassons la croissance, si nous cassons l'emploi, si nous cassons les entreprises françaises, eh bien alors la rigueur nous plongera dans la récession. Donc c'est pour ça que nos efforts sont soigneusement dosés. Alors les efforts sont dosés. Les efforts qu'on demandera aux Français seront les efforts strictement nécessaires. Nous serons lucides, mais nous agirons aussi avec beaucoup de sang-froid pour ne pas casser la croissance. Mais alors justement, un sondage IFOP pour le JDD ce matin que j'ai sous les yeux montre que 57% des personnes interrogées disent que la France doit se protéger davantage, sous-entendu se refermer un petit peu dans ses frontières, et 41% des Français interrogés considèrent même que la monnaie unique est plutôt un handicap qu'autre chose. Est-ce que ce type de radiographie, je dirais, ne va pas à l'encontre d'une productivité, d'un regain de croissance dont la France aurait besoin et a besoin aujourd'hui? Il n'y a pas de retour en arrière possible sur l'euro. L'euro nous protège. Ce qui nous protège dans cette crise, c'est justement d'avoir un couple franco-allemand qui est fort et qui est solide. C'est que la France soit associée à la crédibilité économique de l'Allemagne. Donc il faut vraiment que nous consolidions l'Europe. L'Europe nous protège. L'Europe solidaire est un formidable bouclier pour nous contre la crise. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de retour en arrière possible sur l'euro. Donc c'est une donnée. On ne va pas revenir au franc. Si on revenait au franc, ce serait tragique. Tragique pour la France, tragique pour les Français. Mais ça, c'est une donnée. Mais maintenant, la question que vous me posez, je pense, est plus large. Sur le sentiment, le ressenti, effectivement, des Français face à ce qu'on leur explique ou leur dit au quotidien. Oui, il faut que nous ayons une stratégie pour que la France sorte renforcée. Il faut que nous ayons une stratégie
pour que la France soit plus puissante dans les relations internationales, dans le commerce international, dans l'économie internationale. Mais ça ne passe pas par un repli, ça ne passe pas par la tentation du protectionnisme. Je pense qu'il faut que nous ayons une politique qui soit une politique de compétitivité. Je vais vous donner un exemple de ce que nous avons fait au Parlement cette semaine. Cette semaine, parce que nous avons une très grande concurrence sur l'agriculture et parce que le coût du travail agricole est plus faible en Allemagne ou en Espagne, nous avons décidé, c'est une politique de compétitivité, de baisser le coût du travail agricole. Et nous avons transféré une partie de la charge de ce travail agricole sur des produits agroalimentaires de grande consommation, vous le savez, les sodas. Voilà. Ça, c'est un embryon de taxes anti-délocalisation. C'est un embryon de ce que nous pourrions faire pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, pour qu'elles exportent davantage. Mais l'avenir de notre agriculture, il n'est pas dans l'Hexagone. Si je vais voir par exemple les éleveurs et que je leur dis on va vous aider, c'est beaucoup plus en leur ouvrant le marché turc, comme on l'a fait, ou en leur ouvrant le marché russe à l'export, qu'on les aide et qu'on leur permet de gagner leur vie, plutôt qu'en leur disant on va fermer les frontières. Alors je repose peut-être ma question différemment, mais ça veut toujours dire la même chose. Est-ce que les Français ont conscience de la gravité de la situation ? Je crois que les Français sont concernés, mais je crois qu'il faut qu'ils aient vraiment à l'esprit qu'on est à un tournant. On est à un tournant. Pendant 30 ans, la droite comme la gauche ont vécu à crédit. Voilà. On a cru qu'on pouvait financer une croissance molle, compenser une croissance molle par de la dette. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, et je le dis solennellement à tous ceux qui nous écoutent, quand l'État a 1 euro de recette, il faut qu'il dépense 80 centimes et qu'il se désendette de 20 centimes. Ça, c'est la règle qui s'applique à tous les ménages quand ils ont trop de dettes. Et c'est la règle qui doit maintenant s'appliquer aux États. Est-ce que vous, est-ce que vous légitimez ce système de notation? Parce que vous annoncez la fin du triple A en quelques heures si François Hollande est élu, mais le triple A est quand même déjà menacé, ou en tout cas il est mis sous surveillance. À quoi ça sert d'avoir une bonne note ? À quoi ça sert ? Ça sert simplement à pouvoir emprunter à des taux d'intérêt très bas. Aujourd'hui, la France a des taux d'intérêt qui sont bas. Et si nous avons, vous le savez, une dette de 1 700 milliards d'euros et 50 milliards de charges de la dette chaque année. Donc vous imaginez si, d'un seul coup, nos taux d'intérêt venaient à doubler, la charge de la dette pourrait potentiellement doubler. Mais ça voudrait dire, concrètement, dès l'année prochaine, plusieurs milliards d'euros de charges de la dette, d'intérêts à payer supplémentaires. Or, ces milliards d'euros, c'est notre politique sociale. Ces milliards d'euros, c'est nos services publics. Moi, je veux que ces milliards d'euros, je puisse continuer à les dépenser dans nos politiques sociales, dans nos politiques de services publics, et pas les dépenser à payer des intérêts à des créanciers. Je veux que nous gardions des taux d'intérêt bas, je veux que nous continuions à être crédibles, mais ça suppose que ceux qui nous ont prêté soient convaincus qu'on va les rembourser vite. Alors Valérie Pécresse, vous avez attaqué bille en tête ces jours-ci le programme du Parti socialiste. Vous avez dit que c'était illusoire, que c'était profondément réactionnaire. Vous ne faites aucune différence entre le programme de François Hollande et celui de Martine Aubry, parce que quand même, Hollande a obtenu 57%. Il est à même, il faut bien le reconnaître, d'imposer le programme qu'il veut. Je crois que la démagogie a un coût. Moi, j'ai entendu la primaire socialiste. J'ai entendu le programme de François Hollande. Le programme de Martine Aubry ne nous intéresse plus puisque c'est pas elle qui a été choisie. Vous avez raison. Mais le programme de François Hollande, c'est quoi ? C'est revenir à la retraite à 60 ans. Ça coûte 5 milliards dès cette année, 7 milliards l'année prochaine et 24 milliards en 2018. C'est possible ? Non, c'est impossible. Il n'y a aucun pays qui remettra la retraite à 60 ans. Et si on faisait cela, on perd le triple A dans la journée. Parce que toutes les agences de notation ont dit que l'année dernière, elles s'étaient interrogées sur la santé de la France et que l'une des décisions, des réformes qui les avaient incités à se dire « Ah la France est en bonne santé, elle va pouvoir continuer à payer ses retraites », c'est la réforme des retraites. Voilà. Donc la réforme des retraites. Création d'emplois publics, 60 000 emplois publics dans l'éducation nationale. Nous avons supprimé 60 000 emplois dans l'éducation nationale. Monsieur Hollande propose de tout redéfaire et de tout recréer. Mais je le dis, c'est totalement irresponsable. Parce qu'un fonctionnaire, on le recrute pour sa durée de vie professionnelle.
Donc 41 ans et demi. Et on le recrute aussi, et on le paye aussi pendant sa retraite, pendant une vingtaine d'années supplémentaires. Donc ça veut dire que c'est 2,5 milliards par an pendant presque 60 ans. Donc ça veut dire que c'est plus de 100 milliards d'euros de dépenses. Et quand on prend une décision comme celle-là, il faut en voir tous les impacts. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, la priorité... c'est 60 000 fonctionnaires dans l'éducation sur 5 ans. Ah oui, mais ça veut dire qu'en 2017, vous en avez pour 2,5 milliards d'euros et puis que vous continuez sur 40 ans. Les décisions, quand on parle de dette et de désendettement, on est sur du long terme. Donc il y a des décisions qui impactent le long terme. Celle-ci est irresponsable. Aucun pays d'Europe, de droite comme de gauche, ne recrute des fonctionnaires aujourd'hui. Aucun. Et j'ajoute que pour l'éducation nationale, la priorité des priorités, c'est de revaloriser le traitement des enseignants, c'est de revaloriser les carrières des enseignants, et qu'un pays qui se désintéresse de l'avenir de ses enseignants est un pays qui tourne le dos à l'avenir. Je reviens d'un mot sur les primaires, même si c'est la séquence passée, je dirais. L'UMP a eu quelques voix divergentes à ce sujet. Certains ont dit que c'était carrément inconstitutionnel. D'autres ont dit que peut-être que l'UMP pourrait, pour 2017, prendre exemple sur les socialistes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UMP peut reconnaître que les primaires ont indéniablement été un succès populaire, en tout cas ? Mais moi, j'ai toujours dit qu'on n'échapperait pas aux primaires en 2017 à droite. Je l'ai dit d'autant plus que, vous le savez, j'ai été moi-même sélectionnée pour aller en Île-de-France au terme d'une primaire. Même, vous rangez parmi les enthousiastes, mais enfin, il faut bien dire que l'UMP est divisé. Il y a ceux qui sont pour, Copé, qui sont contre, pardon, et il y a ceux comme Fillon, NKM et vous-même qui sont pour. Et on peut même dire que vous êtes enthousiaste là-dessus. Ben, c'est surtout que c'est dans les statuts de l'UMP. Les primaires sont dans les statuts de l'UMP. Moi, j'ai été candidate à une primaire au régional parce que c'était dans les statuts de l'UMP. Et j'ajoute que j'aurais certainement pas été choisie par l'UMP s'il n'y avait pas eu de primaire. Donc je suis très favorable à l'instauration de primaire. J'ajoute en 2017, puisqu'en 2012, nous avons un candidat légitime et un candidat qui est le meilleur capitaine de tempête, le mieux à même de gérer le pays pendant la crise, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, et qui, par rapport à un François Hollande qui veut revenir en arrière sur toutes les réformes et nous fait toute une série de promesses démagogiques et coûteuses, me paraît 100 000 fois plus crédible. Alors vous nous dites que le chef de l'État est le mieux à même pour se succéder lui-même, mais toutefois on n'a pas encore l'annonce officielle de sa candidature. Est-ce que vous êtes en mesure ce matin de nous dire par exemple quand est-ce qu'on pourrait connaître le calendrier de l'UMP pour 2012, quand est-ce que le parti pourrait communiquer son programme et quand évidemment Nicolas Sarkozy pourrait annoncer sa probable candidature? Ouais, je crois que le président aujourd'hui il est dans l'action. Je crois qu'aucun Français n'accepterait, dans la période que nous vivons, qui est une période, j'allais dire, extrêmement cruciale pour l'avenir de l'Europe, cruciale pour l'avenir économique de la France. Personne n'accepterait que le président poursuive une ambition personnelle, parle de la présidentielle. On n'est pas dans le temps de la présidentielle. On est dans le temps de la lutte contre la crise et le président y consacre son énergie, nuit et jour, week-end après week-end. Et donc, il n'est pas question de parler de présidentielle aujourd'hui. Et le président, le jour venu, fera connaître sa décision et son programme. Là encore, je pense que le programme de Nicolas Sarkozy sera son programme. Ce sera sa vision de l'avenir de la France au regard de l'extraordinaire expérience qui aura été la sienne pendant ce quinquennat. Tout le monde a noté néanmoins le conditionnel utilisé par l'épouse du chef de l'État dans une interview cette semaine. J'aiderai mon mari s'il se présente. C'est une formule de précaution, c'est une clause de style, qu'est-ce que c'est ? Mais je crois que c'est la constatation que nous ne sommes pas dans le temps de la présidentielle. Nous ne sommes pas dans le temps de la présidentielle, nous sommes dans le temps de l'action. Et nous sommes surtout dans le temps de la responsabilité. Si nous avons des efforts à demander aux Français, nous les leur demanderons. Mais nous les leur demanderons vraiment en esprit de responsabilité pour que la France sorte renforcée de cette crise. Vous savez que la Chine, l'Inde, les pays émergents aujourd'hui deviennent des grandes puissances. Nous avons un devoir, c'est que la France sorte renforcée de cette crise. Et pour qu'elle sorte renforcée, il faut à la fois réduire nos déficits et nous désendetter, mais il faut aussi investir dans l'avenir. C'est tout le projet recherche, innovation, croissance verte, nouvelles technologies. Et puis, il faut poursuivre les réformes. Parce que les réformes, c'est fait pour nous aider à mieux dépenser, c'est fait pour nous aider à être plus compétitifs. Je n'ai pas vu dans le programme socialiste ni le mot économie,
économie de dépenses, ni le mot réforme. Et pour moi, ça décrédibilise complètement le candidat du Parti socialiste. Un mot d'actualité internationale dans les quelques minutes qui nous restent, Valérie Pécresse. Attendez, juste avant l'actualité internationale, est-ce que vous-même, vous aurez un rôle dans la campagne de Nicolas Sarkozy pour autant qu'il confirme sa candidature? Parce qu'on se souvient que vous aviez eu un rôle éminent, vous étiez venu comme porte-parole ici même de la campagne. Est-ce que vous aurez un rôle dans la prochaine campagne? Je crois qu'en tant que porte-parole du gouvernement et en tant que ministre du budget, je pense que dans l'année qui vient, le travail ne me manquera pas. Je pense qu'il est important de parler du bilan de ce quinquennat, de parler de toutes les réformes courageuses que nous avons entreprises, de la réforme de la taxe professionnelle à la réforme de l'État qui nous permet d'économiser 7 milliards, la réforme de l'hôpital, la réforme de l'université. Toutes ces réformes, nous les avons faites parce que nous avons un président qui sait prendre des décisions et qui sait résister à la rue. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, le candidat du Parti socialiste ait les épaules aussi solides. Alors je repose ma question en un mot, effectivement, maintenant. Est-ce que vous regrettez les zones d'ombre qui entourent la mort de Mouammar Kadhafi et le fait que l'ancien leader libyen ne comparaîtra jamais devant un tribunal? Ce qu'il faut vraiment dire, c'est que le mandat de l'OTAN n'impliquait pas l'élimination physique de Mouammar Kadhafi. Nous souhaitions un procès pour Mouammar Kadhafi et de préférence devant la Cour de justice internationale, la Cour pénale internationale. Ça n'a malheureusement pas été possible. Aujourd'hui, je crois que le moment est à la réconciliation et à la transition démocratique. Et la France sera aux côtés du peuple libyen pour faire en sorte que la démocratie puisse s'ancrer en Libye. Vous savez, c'est pas si simple le chemin vers la démocratie. La France, qui a une grande histoire révolutionnaire, sait bien que on fait la révolution, puis après il y a parfois des retours en arrière. Donc il faut absolument que les valeurs démocratiques, le pluralisme, les élections libres, l'alternance, tout ça, la liberté d'expression, tout ça s'ancre dans les pays qui sont aujourd'hui, j'allais dire, les pays du printemps arabe. Il y a eu effectivement plusieurs versions qui se sont opposées sur les circonstances de la mort de Kadhafi. C'est en tout cas la fin de la tyrannie, vous le dites vous-même, mais est-ce que c'est pour autant le début de la construction d'un avenir démocratique dans ce pays? Je le souhaite et je l'espère, et je vous le dis, la France sera aux côtés du peuple libyen comme elle l'a été depuis le début, et on peut dire aujourd'hui que la France a joué un rôle décisif pour permettre la fin de la dictature en Libye.